Bonjour à tous. L'inflation et la crise énergétique ont animé les débats sur les marchés financiers tout au long de l'année 2022. La crise énergétique est le nouveau terrain de jeu de l'affrontement russo-ukrainien. L'Europe subit cette crise. C'est une crise qui exacerbe les tensions inflationnistes qui sont liées justement à la réouverture des économies post-Covid. Mais elle crée aussi des pénuries, une situation de pénurie qui nous pousse finalement à aborder des comportements beaucoup plus sobres. Cette crise est au cœur des préoccupations depuis la guerre en Ukraine, mais elle a commencé bien avant février 2022. Bastien Drue est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions sur cette crise. Bonjour Bastien. Bonjour Estelle. Alors, quelles sont finalement les origines de cette crise énergétique ? Oui, effectivement, cette crise énergétique, elle avait commencé à l'été 2021. La Russie avait mis plusieurs années et dépensé plus de 10 milliards d'euros à construire un gazoduc qui reliait l'Allemagne à la Russie. C'est un gazoduc qui s'appelle Nord Stream 2. Et puis à l'été 2021, les autorités allemandes ont fait comprendre à la Russie que l'accréditation de ce gazoduc n'allait pas passer. Et en fait, c'est le moment à partir duquel la Russie a commencé à diminuer ses exportations de gaz vers l'Europe. Donc on a déjà eu une petite pression à la hausse sur les prix du gaz. Et puis évidemment, ça a été exacerbé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que là, les pays occidentaux ont décidé de sanctions contre la Russie et ont décidé d'importer beaucoup moins de gaz et puis de pétrole depuis la Russie. Donc ça a fait très fortement monter les prix. Et les prix du gaz ont très fortement augmenté et c'est logique parce que la Russie, c'était le principal exportateur de produits fossiles avant la guerre en Ukraine. En parallèle de ce qui se passe sur le front du gaz naturel, il y a aussi eu le fait en 2022 qu'il y a un certain nombre d'usines nucléaires qui ont été mises à l'arrêt en France, ce qui a fait baisser la production nucléaire française. Pendant une bonne partie de l'année 2022, la production nucléaire elle était 30% en dessous de ce qu'on pouvait observer généralement. Et là aussi, ça a contribué à faire monter la hausse des prix de l'électricité cette fois-ci. Alors, quand on dit que les prix du gaz et de l'électricité ont beaucoup monté, ça veut tout dire et rien dire. C'est là qu'il faut vraiment prendre un peu de recul. Selon les jours, parce que les prix sont très volatiles, on avait des prix en 2022 et au début de l'année 2023 qui étaient 5, 6, 7, voire 10 fois la moyenne de ce qu'on avait pu observer sur ces 20 dernières années. Et là, on voit effectivement, avec ces ordres de grandeur, qu'on était entré dans une crise énergétique majeure. Alors Bastien, justement, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire la comparaison de cette crise avec la crise pétrolière des années 70. Est-ce que justement ces deux crises sont comparables ? Alors, toutes les crises sont différentes, mais on peut quand même les rapprocher, notamment quand on regarde l'ampleur des dépenses énergétiques qui ont été faites dans les pays de l'OCDE. Il y a des statistiques qui ont été publiées très récemment qui montraient que les dépenses énergétiques en 2022, elles tournaient aux alentours de 18% du PIB. Ce sont des quantités qu'on n'a pas vues du tout depuis justement la crise des années 70. Et là, on voit clairement qu'il y a des similitudes en ce qui concerne la crise qu'on vit aujourd'hui et la crise des années 70. Alors après, les situations sont très différentes selon les pays. Si on prend un pays comme les États-Unis, c'est un pays qui est très exportateur de gaz naturel. Et donc là-bas, il n'y a pas eu de flambée des prix du gaz naturel, non plus pour l'électricité. En revanche, il y avait eu une remontée des prix du pétrole assez nette à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ça a été contré ensuite par l'administration Biden qui a libéré un certain nombre de barils de pétrole qui étaient dans les réserves stratégiques. Donc cette crise énergétique est quand même beaucoup moins forte aux États-Unis. Alors si on regarde le cas de l'Europe, là nous on avait les prix à la pompe qui ont beaucoup monté, on a les prix de l'électricité qui ont beaucoup monté, les prix du gaz qui ont beaucoup monté. Donc l'Europe a été vraiment touchée de plein fouet par cette crise énergétique. C'est aussi un petit peu la même chose pour l'Asie, parce que l'Asie est aussi très importatrice de gaz naturel et elle a aussi subi ce choc de la remontée des prix du gaz naturel. Et on pourrait tout simplement conclure en disant que, en reprenant les conclusions du rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui disait que c'est la première crise énergétique globale parce qu'il y a quand même un très grand nombre de pays dans le monde qui sont en train de subir de plein fouet l'augmentation des prix de l'énergie. Comme tu viens si bien de le dire, Bastien, justement, le monde connaît sa première véritable crise énergétique globale. Alors nous sommes quand même rassurés de la tournure des événements cet hiver, un hiver qui est relativement doux, mais quid de l'hiver prochain? Et justement, est-ce que cette crise
est amené à durer. Oui, effectivement, on est quand même rassuré pour le passage de cet hiver 2022-2023, parce que, et plutôt pour des mauvaises raisons, parce qu'on a eu des températures qui étaient très au-dessus de la normale, et on peut voir là l'un des symptômes du réchauffement climatique. Mais ça nous a permis, en plein hiver 2022-2023, de faire remonter les stocks de gaz naturel en Europe, ce qui nous permet d'éviter le risque de pénurie de gaz naturel en Europe pour cet hiver. Alors après, pour l'hiver prochain, il y a des questions qui vont se poser parce que clairement, on ne sait pas si on pourra très facilement importer du gaz naturel dans des quantités importantes. Donc voilà, il y a vraiment un point d'interrogation pour les années suivantes. Et puis de façon générale, est-ce que la crise énergétique est amenée à durer? On peut penser que oui, parce qu'il y a des relations entre la Russie et les pays occidentaux qui sont toujours très dégradées. Donc pour des importations de produits fossiles russes, ça va rester vraisemblablement très compliqué pour les années à venir. Il y a eu des dégradations finalement d'infrastructures énergétiques, quand on pense au gazoduc Nord Stream 1 qui lui a été détruit, donc ce qui réduit mécaniquement les capacités d'importation de gaz naturel russe en Europe. Et puis clairement, et on va rester dans une configuration où on va avoir de la compétition entre les différentes zones, notamment entre l'Asie et entre l'Europe, pour pouvoir acheter du gaz naturel liquéfié. Et ça va continuer à mettre une certaine pression sur les prix qui vraisemblablement est très durable. On comprend en échangeant avec toi, Bastien, que cette crise énergétique est amenée à durer, mais c'est une crise qui n'est pas sans impact justement sur l'inflation globale, sur la production et sur la croissance économique en Europe. Donc justement, faut-il s'attendre à une récession économique liée à cette crise? Alors, on aurait effectivement pu s'attendre à une récession importante du fait de cette crise énergétique majeure dont on vient de parler, mais vraisemblablement on va éviter le scénario du pire, notamment parce qu'il y a eu des mesures budgétaires de très grande ampleur qui ont été prises par les gouvernements européens. Depuis septembre 2021, c'est quand même 600 milliards d'euros qui ont été débloqués par les gouvernements, dont 260 milliards en Allemagne. Ces mesures, c'est quoi? C'est des boucliers tarifaires sur le gaz, c'est sur le pétrole, enfin sur les prix à la pompe, sur l'électricité, c'est des subventions, et c'est toutes ces mesures qui vont nous permettre d'éviter le pire. Alors on peut prendre le contre-exemple du Royaume-Uni, où le soutien du gouvernement a été beaucoup moins fort qu'en Europe continentale, et là on voit que la récession, elle est déjà là, qu'elle est amenée à durer en 2023, voire en 2024. Et là on voit, c'est vraiment le contre-exemple parfait, que si les gouvernements européens n'avaient pas pris de mesures importantes, on aurait vraisemblablement une récession importante. Et après, la dernière chose qu'il faut quand même préciser, c'est que cette crise énergétique, elle a incité les gouvernements à accélérer la transition énergétique. On l'a vu avec notamment des projets de loi très importants qui ont été passés aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act qui a été adopté cet été par le Congrès aux États-Unis. On l'a vu en Europe avec des mesures du paquet Fit for 55. Il y a tout un tas de mesures qui ont été prises par le Parlement européen qui se sont mis d'accord avec les gouvernements européens. Donc il y a eu des accords au niveau de ces mesures. Et de façon plus générale, quand on regarde les investissements dans les énergies propres, on a vraiment, avec les mesures qui ont été adoptées cette année, une accélération qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1500 milliards de dollars par an d'investissement dans les énergies propres. C'est amené à accélérer très fortement vers au moins 2000 milliards en 2030, voire encore un petit peu plus si les gouvernements respectent leurs promesses au niveau climatique. Donc clairement, c'est en train d'accélérer la transition énergétique. Merci Bastien. Merci Estelle. Eh bien, nous concluons cet entretien sur le phénomène de l'accélération de la transition énergétique, un phénomène que nous intégrons dans nos mandats chez LCL à travers les allocations Better World, les allocations responsables, mais également à travers notre gamme LCL Impact Climat. Merci à tous de votre attention.